Dominique Strauss-Kahn sort menotté d'un commissariat de Haarlem. Arrêté quelques heures auparavant à l'aéroport, il est accusé d'agression sexuelle, de tentative de viol et de séquestration sur une employée de l'hôtel Sofitel de Manhattan. À partir de quand le pouvoir devient une autorisation? Pas une excuse, pas une erreur, une autorisation. Durant des années, l'un des hommes les plus puissants de France et même du monde a fait ce qu'il voulait. Son comportement n'a jamais été un scandale. C'était un secret bien gardé. Tout le monde savait, personne ne parlait. Et quand l'histoire a fini par éclater, la vraie question n'était pas ce qu'il avait fait, mais pourquoi on l'avait laissé faire. Il y a des gens qui naissent avec une cuillère en argent dans la bouche. Pour sa part, Dominique Strauss-Kahn est venu au monde avec un cerveau en or dans la tête. Spoiler, son cerveau, c'est pas ce qui va faire sa réputation. Dominique vient au monde le 25 avril 1949 dans une maternité de Neuilly-sur-Seine. Sa mère, Jacqueline Félu, est une journaliste au Populaire, un quotidien socialiste. Quant à son père, Gilbert Strauss-Kahn, il est conseiller juridique et fiscal, mais aussi franc-maçon et membre de l'Obédience du Grand Orient de France. Une obédience franc-maçonnique, c'est une organisation qui regroupe plusieurs loges maçonniques. En gros, Dominique baigne dans la politique et plus précisément le socialisme depuis le berceau. 2 ans après sa naissance, en 1951, la famille déménage au Maroc. Direction Agadir, une ville côtière du pays baignée de soleil et bordée par l'Atlantique. Dominique y prend ses marques. Les Strauss-Kahn sont pas riches, mais ils font partie de la bourgeoisie cultivée d'Agadir. On va survivre à leur malheur. Dominique grandit dans ce petit coin de paradis pendant 9 ans. Mais dans la nuit du 29 février 1960, tout bascule brutalement. Un tremblement de terre d'une violence inouïe frappe Agadir. 15 secondes de secousse qui tuent entre 12 000 et 15 000 personnes, soit un tiers de la population de la ville. L'immeuble de 7 étages où vit la famille Strauss-Kahn s'effondre comme un château de cartes. Ce soir-là, par un coup du destin, ils étaient invités à dîner loin du centre-ville et de l'épicentre du séisme. Les Strauss-Kahn survivent. Peu après, ils partent s'installer à Monaco. Mais le petit Dominique, qui a 10 ans, est marqué à vie. Pendant son adolescence, il fait des crises de somnambulisme et des cauchemars récurrents durant lesquels il entend les cris des blessés emmurés dans les décombres. Malgré tout, il termine sa scolarité au lycée Albert Ier de la Principauté, avant de passer son bac à Paris, au lycée Carnot en 1966. C'est à partir de ce moment-là que le gamin traumatisé d'Agadir va se transformer en collectionneur de diplômes. En 1967, il rate le concours d'entrée à HEC. Bon, ça commence pas super, mais il le passe à nouveau l'année suivante, cette fois avec brio. Et plutôt que de se contenter d'une seule école, Dominique décide d'en intégrer plusieurs en parallèle. En même temps qu'il suit ses cours à HEC, il entre à Sciences Po Paris et s'inscrit en droit à l'université de Nanterre. Apparemment, dormir c'était optionnel. En 1971, il sort diplômé d'HEC. L'année suivante de Sciences Po, et dans la foulée, il obtient sa licence de droit ainsi qu'une maîtrise en statistique. Puis il enchaîne avec un doctorat en sciences économiques qu'il décroche en 1975. La même année, il tente le concours de l'ENA, l'école qui fabrique les hauts fonctionnaires français, mais il est recalé dès les écrits. Il se rattrape en raflant l'agrégation de sciences économiques, le concours le plus difficile pour devenir prof d'université. À moins de 30 ans, Dominique a plus de diplômes que la plupart des gens n'en auront dans toute leur vie. Tout le monde remarque alors une chose chez lui. Son intelligence est impressionnante, mais son ambition l'est encore plus. Un de ses camarades d'HEC raconte qu'à l'époque, il leur avait posé une question assez révélatrice. Sans plaisanter, il avait demandé « Est-ce que je peux devenir ministre des Finances ou bien prix Nobel d'économie ?» Vous l'avez compris, l'économie c'est son truc, et il compte bien faire quelque chose de grand. Au début des années 70, Dominique devient d'ailleurs professeur d'économie à l'université de Nancy, puis à Paris 10 Nanterre, à l'ENA et à Sciences Po. Il enseigne, publie et théorise, seulement très vite, l'université lui suffit plus. Ce qu'il veut, c'est le pouvoir. Et ça tombe bien, parce qu'il est déjà engagé politiquement depuis ses années d'études. D'abord à l'Union des étudiants communistes, puis au Parti socialiste, où il gagne l'amitié de Michel Rocard. En 1986, Dominique est élu député de Haute-Savoie. Il a 37 ans et c'est le début de son ascension fulgurante dans la politique française. 2 ans plus tard, en 1988, il se fait élire dans une autre circonscription, celle du Val d'Oise, qu'il va garder pendant près de 20 ans. La même année, il devient président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. C'est un poste stratégique pour un économiste, parce qu'il permet de contrôler le budget de l'État et de peser sur les grandes décisions financières du pays. Dominique Strauss-Kahn, qu'on commence déjà à surnommer DSK, devient le monsieur économie du Parti socialiste. À partir de maintenant, on va faire comme tout le monde et l'appeler DSK aussi, parce qu'en vrai, j'ai pas envie de devenir trop intime.
En 1991, le président François Mitterrand le nomme ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur dans le gouvernement d'Édith Cresson. Il conserve son poste quand Pierre Bérégovoy devient Premier ministre l'année suivante. Mais en 1993, la droite remporte les élections législatives et DSK perd son siège de député. Un coup dur, mais il ne reste pas les bras croisés. Privé de mandat, il crée un cabinet d'avocats d'affaires qui porte son nom, DSK Consultant. Il conseille des entreprises et gagne très bien sa vie en attendant son heure. En 1995, il revient dans l'arène politique en se faisant élire maire de Sarcelles, une ville populaire du Val d'Oise. Et en 1997, c'est la consécration. Après la dissolution ratée de l'Assemblée nationale par Jacques Chirac et la victoire surprise de la gauche, Lionel Jospin devient Premier ministre. Après sa prise de poste, il nomme DSK ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. L'étudiant ambitieux a réussi. Il est à présent le grand argentier de France. À 48 ans, DSK tient enfin les cordons de la bourse de la 5e puissance économique mondiale. Et il va pas se contenter de faire de la figuration. Pendant 2 ans et 5 mois, de juin 1997 à novembre 1999, il imprime sa marque sur l'économie française. Il fait baisser la TVA à 5,5% sur les travaux de rénovation dans le bâtiment, ce qui relance tout le secteur. Il lance également des privatisations massives, notamment celle de France Télécom. Ce qui est assez ironique vu que Lionel Jospin avait promis durant sa campagne de ne pas privatiser l'entreprise. Mais c'était sans compter sur DSK qui a l'air de s'en contrefoutre. Et on est en politique, trahir les copains c'est la base. Il fait le siège de Matignon jusqu'à ce que Jospin cède. Et dès l'automne 1997, 22,5% du capital de France Télécom est vendu au privé. Résultat, le gouvernement socialiste du Premier ministre privatise plus que les gouvernements de droite de Jacques Chirac, Édouard Balladur et Alain Juppé réunis. Plus de 31 milliards d'euros d'entreprises publiques passent au privé entre 1997 et 2002. DSK s'oppose aussi aux 35 heures mises en place par Martine Aubry, la ministre de l'Emploi. Pour lui, cette réforme est mal ficelée et ça va coûter trop cher aux entreprises. Il perd cette bataille-là, mais il en gagne une autre sur le plan européen. Peu après son arrivée à Bercy, DSK obtient la création d'une instance de coordination des politiques économiques des pays de la zone euro, lors du Conseil européen d'Amsterdam. Cette instance, d'abord appelée Euro 10 puis Euro 11, deviendra plus tard l'Eurogroupe. C'est une victoire personnelle pour le grand argentier. Il tenait à ce que les ministres des Finances de la zone euro puissent se parler directement, sans passer par les instances européennes classiques. Et accessoirement faire ça autour d'un bon déjeuner étoilé. Sous son ministère, la France connaît une croissance de 10% et crée 840 000 emplois dans les entreprises. À ce moment-là, DSK est au sommet de sa gloire politique. Jusqu'en 1999, année où les choses changent, et pas en bien. Il est mis en cause dans plusieurs affaires judiciaires, notamment celle de la MNEF, une mutuelle étudiante soupçonnée de malversation. On l'accuse d'avoir produit une fausse facture pour couvrir un emploi fictif. DSK préfère démissionner de son poste de ministre plutôt que de laisser traîner l'affaire. Finalement, il est relaxé en 2001, mais sa carrière ministérielle est terminée. En 2006, il tente un retour en force, en se présentant à la primaire socialiste pour l'élection présidentielle 2007, face à Laurent Fabius et Ségolène Royal. Il fait campagne et multiplie les meetings, mais le 16 novembre 2006, c'est la douche froide. Ségolène Royal l'emporte avec plus de 60% des voix. Pour DSK, c'est plus qu'une simple défaite. C'est un échec cuisant, vu qu'il n'a obtenu que 20% des suffrages. Paradoxalement, cet événement va lui ouvrir les portes d'un poste encore plus prestigieux. En 2007, après l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République, Jean-Claude Juncker, le Premier ministre du Luxembourg et président de l'Eurogroupe, suggère le nom de DSK pour diriger le Fonds monétaire international, le fameux FMI. Sarkozy pratique l'ouverture politique et veut se débarrasser d'un rival potentiel à gauche, donc il soutient cette candidature. Ainsi, le 28 septembre 2007, DSK est élu directeur général du FMI avec 83% des voix du conseil d'administration. À 58 ans, l'ancien ministre français devient le patron de l'une des institutions financières les plus puissantes du monde. Et le timing est parfait, parce qu'un an plus tard, en 2008, la crise financière mondiale éclate. Lehman Brothers fait faillite, les banques s'effondrent partout, et l'économie mondiale est au bord du gouffre. Alors, à la tête du FMI, DSK joue un rôle crucial dans la gestion de cette crise. Il est le premier à pousser les pays industrialisés à lancer d'importants plans de relance pour éviter une dépression mondiale. Il rompt avec la doctrine traditionnelle du FMI, qui préconisait toujours l'austérité et la réduction des déficits. Sous sa direction, le FMI devient l'institution internationale la plus apte à gérer les crises financières. Son capital est doublé, sa légitimité est renforcée.
et les pays émergents obtiennent une meilleure représentation. Des résultats qui ne passent pas inaperçus, parce qu'en France, les sondages s'emballent. Début 2011, DSK est d'ores et déjà donné favori pour remporter l'élection présidentielle de 2012. Les enquêtes d'opinion le placent toutes devant Nicolas Sarkozy, simplement parce qu'aux yeux d'une majorité de gens, il est le candidat idéal. De toute façon, c'était soit lui, soit le retour du parrain. C'est un économiste compétent qui a géré la pire crise financière depuis 1929, un socialiste réformiste qui plaît aux électeurs du centre, et un homme d'expérience internationale qui connaît les grands de la planète. Forcément, tout le monde s'attend à ce que DSK démissionne du FMI dans les mois qui viennent pour se lancer dans la course à l'Élysée. Il sera probablement pas prix Nobel d'économie, mais peut-être bien président de la République française. Ou pas, parce qu'il y a un problème. Un gros souci qui fait du bruit dans le milieu politico-médiatique français, mais dont personne ne parle publiquement. Quand on est le patron d'une institution internationale, il y a des règles à respecter. Des règles de conduite, d'éthique et surtout des règles concernant les relations avec ses subordonnés. Coucher avec une employée qui travaille sous vos ordres, par exemple, c'est généralement très mal vu. Bon visiblement pour DSK, la notice était en option. En janvier 2008, ça fait 3 mois à peine qu'il est installé dans son bureau de directeur général du FMI à Washington. Il a débarqué dans l'institution en novembre 2007 avec la ferme intention de la transformer et prouver qu'il mérite son poste. Et il y arrive plutôt bien, vu que c'est un travailleur acharné qui impressionne tout le monde par sa maîtrise des dossiers. Sauf que ce que les gens remarquent aussi, c'est sa façon de se comporter avec les femmes. En juillet 2007, quelques mois avant sa nomination, la sonnette d'alarme avait d'ailleurs déjà été tirée. Jean Quatremer, un journaliste correspondant à Bruxelles, avait publié sur son blog un article assez prophétique. Il écrivait « Le seul vrai problème de Strauss-Kahn est son rapport aux femmes, trop pressant. Il frôle souvent le harcèlement. Un travers connu des médias mais dont personne ne parle. On est en France. » Jean Quatremer ajoute que le FMI est une institution internationale dans laquelle les mœurs sont anglo-saxonnes et qu'un geste déplacé pourrait lui coûter très cher. En gros, à cette époque, le journaliste affirme que DSK risque de se prendre les pieds dans le tapis qu'il déroule s'il change pas son comportement. Mais personne l'a écouté. Libération a refusé de publier l'article dans son édition papier. Le conseiller en communication de DSK a même demandé la suppression du poste, sans succès. Et quelques mois plus tard, ce que Jean avait prédit s'est produit. En janvier 2008, lors du Forum économique de Davos en Suisse, DSK fait la connaissance de Piroshka Nagy. C'est une économiste hongroise d'une 50aine d'années, brillante et respectée dans son domaine. Elle est responsable du département Afrique au FMI, ce qui fait d'elle une subordonnée directe du directeur général. Autrement dit, DSK est son patron. Selon les témoignages, la relation commence de manière assez classique pour lui. Après une réunion, il dit à Piroshka qu'il a envie d'avoir une relation sexuelle avec elle. Puis il la convoque plusieurs fois dans son bureau pour lui faire des suggestions inappropriées. La quinquagénaire est déstabilisée par ses avances. Le directeur général du FMI est marié, elle aussi. Et elle n'était pas préparée à faire l'objet de ce genre d'attention de sa part. On va dire que c'était pas l'objet de la réunion. L'homme le plus puissant de l'institution lui fait clairement comprendre qu'il la veut. Piroshka est évidemment coincée. Parce qu'en dehors du fait que ce soit assez lourd d'être sollicité comme ça, elle sait que quoi qu'elle fasse, il y aura des retombées négatives. Si elle accepte, elle devient la maîtresse de son supérieur et risque d'être vue comme une opportuniste. Mais si elle refuse, elle risque de voir sa carrière stagner, voire de perdre son poste. Piroshka choisit finalement de céder, se laissant entraîner dans ce qu'elle qualifie elle-même de très brève aventure. Mais cette histoire ne reste pas secrète très longtemps. Le mari de Piroshka, Mario Blair, est lui-même un économiste de haut niveau. Il a été gouverneur de la Banque centrale d'Argentine et conseille la Banque d'Angleterre. Quand il découvre que sa femme a échangé des mails à caractère intime avec DSK, il comprend immédiatement ce qui se trame entre eux. Et il n'a pas l'intention de laisser passer ça. En août 2008, une enquête interne est ouverte au FMI. Le conseil d'administration veut savoir si le directeur général a fait preuve de favoritisme envers Piroshka ou s'il lui a accordé des avantages indus. Un cabinet d'avocats externes, Morgan, Lewis & Bocuse, est même mandaté pour mener l'investigation. Pendant ce temps, Piroshka quitte le FMI et part travailler à Londres, à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Officiellement, c'est une promotion. Officieusement, c'est juste une façon de mettre de la distance entre elle et le scandale qui s'annonce. Le 18 octobre 2008, le Wall Street Journal fait exploser la bombe. Le quotidien américain révèle l'existence de l'enquête interne concernant la liaison entre DSK et son ancienne subordonnée. L'information fait le tour du monde en quelques heures. DSK,
le patron du FMI, soupçonné d'avoir couché avec une employée et de l'avoir favorisée. En pleine crise financière mondiale, alors que l'institution qu'il dirige est censée sauver l'économie planétaire, son directeur se retrouve au cœur d'un scandale sexuel. Il comprend qu'il doit agir vite s'il veut garder son poste. Alors le 20 octobre 2008, il envoie un mail à l'ensemble du personnel du FMI. Dans ce message, il présente ses excuses et reconnaît avoir commis une erreur de jugement. Il demande aussi pardon à sa femme, Anne Sinclair, et à sa famille, dans un style très américain qui fait tiquer en France. Quelques jours plus tard, le concerné va encore plus loin. Il présente des excuses publiques devant environ 800 membres du FMI, debout devant eux, dans ce qui est décrit comme un silence glacé. Une scène humiliante pour un homme aussi fier et ambitieux que DSK. Mais s'il veut sauver les meubles, il n'a pas le choix. Faut croire que le poste vaut bien une humiliation publique. De son côté, Anne Sinclair publie un message sur son blog pour soutenir son mari. Elle affirme que cette aventure d'un soir est désormais derrière eux et qu'ils s'aiment comme au premier jour. En France, la classe politique aussi fait corps avec DSK. Christine Lagarde, à ce moment ministre de l'économie, déclare qu'elle espère qu'il conservera tout son talent, tout son aura, toute sa réputation. Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères, s'interroge sur le timing de ces révélations. Il souligne qu'il s'agit d'une affaire privée sans victime, sans préjudice et sans plainte. Jean-Christophe Cambadélis ne fait pour sa part aucun sous-entendu, vu qu'il parle ouvertement de cabale, c'est-à-dire de complot. En gros, tout le monde ferme les yeux et espère que ça va passer. Le 25 octobre 2008, le conseil d'administration du FMI rend ses conclusions. L'enquête établit qu'il n'y a pas eu de harcèlement, de favoritisme ou d'abus de pouvoir. Leur relation était consensuelle et Piroshka Nodj n'a pas bénéficié de traitement de faveur. DSK est blanchi des accusations les plus graves, mais le FMI lui reproche quand même une grave erreur de jugement. Ceci dit, c'est un blâme, un avertissement, une tape sur la main. Rien de plus. Il garde son poste comme si de rien n'était. Sauf que le témoignage de Piroshka, révélé par le Wall Street Journal, raconte une autre histoire que celle de la relation consensuelle. Dans sa lettre aux enquêteurs, elle ne mâche pas ses mots. Elle qualifie DSK d'homme agressif. Elle écrit notamment « Je crains que cet homme ait un problème pouvant le rendre peu adapté à la direction d'une institution où des femmes travaillent sous ses ordres. » Ce témoignage est accablant. Piroshka décrit un patron qui utilise sa position de pouvoir pour obtenir ce qu'il veut de la part des femmes qui travaillent pour lui. Un patron face auquel ses subordonnées se sentent perdantes si elles acceptent, perdantes si elles refusent. Mais en 2008, comme ça avait été le cas pour Jean Quatremer avant elle, personne ne l'écoute vraiment. L'enquête conclut à une relation consensuelle. DSK a présenté ses excuses. L'affaire est donc classée. Dans les couloirs du FMI, certains tirent quand même des leçons de l'incident. Selon le magazine Bloomberg Businessweek, un chef d'un bureau étranger du FMI se voit avertir par un membre des ressources humaines qu'il ne doit pas laisser Strauss-Kahn seul dans une pièce avec une femme. Cette consigne informelle en dit long sur ce que les gens savent vraiment du comportement de leur patron. Mais officiellement, tout va bien. DSK reprend sa gestion de la crise financière et s'en sort toujours avec brio. Alors, ça va. Résultat, sa cote de popularité en France ne cesse de grimper. En 2009, il devient même la personnalité politique préférée des Français, selon un sondage. L'affaire Piroshka Nodj est oubliée, rangée dans un tiroir comme un simple incident embarrassant qui n'a eu aucune conséquence. Pourtant, bien des années plus tôt, avant qu'il n'intègre le FMI, DSK avait déjà fait des siennes. Retour en février 2003. DSK est député du Val d'Oise, figure majeure du Parti socialiste et ancien ministre de l'économie. Une étoile montante de la gauche française à qui tout le monde prédit un destin national, dont le témoignage intéresse une dénommée Tristan Banon. À 23 ans, cette jeune femme ambitieuse vient de sortir diplômée de l'École supérieure de journalisme de Paris. Elle travaille sur un livre intitulé « Erreurs avouées » au masculin, dans lequel elle recueille les confessions de personnalités masculines sur leurs erreurs passées. Elle risquait pas la page blanche. Pour ce projet, elle a déjà interviewé des hommes tels que Jacques Séguéla, Michel Field, Philippe Solers ou Frédéric Becbédé. Et elle a réussi à décrocher un rendez-vous avec DSK. Pour Tristan, c'est une opportunité en or. Le problème, c'est que le rendez-vous doit pas avoir lieu dans le bureau de l'économiste, ni dans un café ou un lieu public. Non, DSK veut rencontrer Tristan dans un appartement situé au 13 rue Maillet, dans le 6e arrondissement de Paris. Un appartement qui ne lui appartient pas officiellement. C'est en réalité une garçonnière, louée par Alex Serge Vieux,
un ami et ancien conseiller de DSK au ministère de l'économie. Un appartement sommairement meublé où ce dernier fixe régulièrement ses rendez-vous professionnels. Tristan ne se doute évidemment de rien. Elle n'a que 23 ans, veut réussir et a rendez-vous avec un homme politique important. Elle se rend donc à l'adresse indiquée, monte les escaliers et sonne à la porte. Ce qui se passe dans cet endroit, elle mettra des années à pouvoir en parler. En 2007, 4 ans plus tard, Tristan Bannon participe à l'émission 93 Faubourg Saint-Honoré, animée par Thierry Ardisson sur Paris Première. Le ton est léger, presque moqueur. Tristan raconte qu'un homme politique lui a sauté dessus lors d'un entretien et qu'il s'est comporté comme un chimpanzé en rut. Ah oui, c'est bien le style de notre Dominique là. Sauf que le nom de l'individu en question n'est jamais entendu. La production de l'émission l'a bipé à chaque fois qu'il a été mentionné. À ce moment, l'affaire ne fait presque aucun bruit. Quelques personnes s'interrogent sur l'identité de l'agresseur de Tristan, mais sans plus. Ce n'est qu'en octobre 2008, au moment du scandale Piroshka Notch, qu'elle confirme publiquement sur le site Agoravox que celui dont elle parlait chez Ardisson était bien DSK. La réaction de l'intéressé est immédiate. Ses avocats menacent de poursuivre avec détermination quiconque relayerait ces rumeurs malveillantes. Tristan se retrouve face à un mur. C'est une journaliste inconnue quand DSK est directeur général du FMI, l'un des hommes les plus puissants du monde. Qui va la croire? D'autant que sa propre mère lui a déconseillé de porter plainte. Anne Mansouré est conseillère régionale PS, une élue socialiste comme DSK. Et quand sa fille l'a appelée le soir de l'agression, affolée, pour lui raconter ce qui venait de se passer, elle a consulté ses avocats. Tous lui ont dit la même chose. Une plainte n'a aucune chance d'aboutir. Sans preuve matérielle, ce sera la parole de Tristan contre celle de DSK. Et face à une personne qui a autant de pouvoir, le rapport de force sera trop déséquilibré. Anne a donc conseillé à sa fille de n'engager aucune poursuite, de tourner la page et de passer à autre chose. Un conseil qu'elle regrettera amèrement des années plus tard. D'autant plus qu'il y a quelque chose qu'elle n'avait pas précisé à l'époque. Un secret qu'elle gardera pendant 8 ans. Jusqu'à ce que les enquêteurs l'interrogent en 2011. En 2000, 3 ans avant l'agression de Tristan, Anne a elle-même eu une relation sexuelle avec DSK. Une relation qu'elle décrit comme consentie mais brutale, qui s'est déroulée dans un bureau de l'OCDE où il était alors conseiller spécial. Pour Anne, DSK est un prédateur qui cherche non pas à plaire mais à prendre. Un homme qui se comporte avec l'obscénité d'un soudard. Elle a gardé le silence là-dessus, notamment parce qu'elle est amie avec Brigitte Guillemette, l'ex-femme de l'économiste qui est aussi la marraine de Tristan. Des liens compliqués, presque incestueux, entre des gens qui se connaissent tous, appartiennent au même cercle et se protègent mutuellement. Un système qui a permis à DSK de continuer à agir de manière problématique pendant des années, sans jamais être inquiété. Mais revenons à ce qui s'est passé dans cet appartement de la rue Maillet en février 2003. Tristan Bannon a raconté les détails de cette histoire à plusieurs reprises. Dans l'émission de Thierry Ardisson d'abord, puis dans des interviews à l'Express, et enfin à des enquêteurs. Selon elle, ce jour-là, l'entretien commence normalement. DSK répond à ses questions, ils discutent, puis soudain, sans prévenir, il lui saute dessus. Tristan affirme qu'ils se sont ensuite battus au sol, et qu'il a dégrafé son soutien-gorge avant d'essayer d'ouvrir son jean. Ensuite, il dit qu'il a mis ses doigts dans sa bouche et ses mains dans sa culotte. Tristan soutient s'être violemment débattu, lui avoir donné des coups de pied et avoir réussi à s'enfuir. Elle est rentrée chez elle, en état de choc. C'est là qu'elle a appelé sa mère, qui lui a conseillé de ne rien dire en dépit de ce qu'elle savait elle-même sur DSK. Pendant 8 longues années, la jeune journaliste vit avec ce souvenir. Elle le porte comme un secret honteux, une chose qu'elle ne peut pas vraiment raconter sans risquer de détruire sa carrière, parce qu'on s'attaque pas impunément à un homme comme DSK. Dans le milieu politico-médiatique français, certaines personnalités sont clairement connues pour avoir des comportements inappropriés. Mais personne n'en parle, parce que la solidarité entre puissants est plus forte que la solidarité envers leurs victimes. Faute de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre, Tristan essaie alors de tourner la page. Elle écrit des livres, fait des chroniques à la télévision et trace son chemin tant bien que mal. Mais à chaque fois que DSK revient dans l'actualité, son passé la rattrape. En 2007, quand il est nommé au FMI, en 2008, quand l'affaire Piroshka Notch éclate, et surtout, le 14 mai 2011, quand il est arrêté à l'aéroport de New York. Ce jour-là, tout change, parce que le nom de Tristan Bannon ressurgit immédiatement dans les médias. Elle est l'autre femme qui avait déjà accusé DSK des années auparavant. Les journalistes du monde entier la traquent, veulent son témoignage et surtout, savoir si elle compte porter plainte. Mais contre toute attente, Tristan garde le silence pendant plusieurs semaines. Elle veut pas être instrumentalisée par l'affaire américaine, ou qu'on mélange son histoire avec celle du Sofitel. Le 5 juillet 2011, elle franchit enfin le pas, et dépose plainte contre DSK pour tentative de viol.
Ce dernier réagit en portant plainte à son tour pour dénonciation calomnieuse. Il qualifie même le récit de la journaliste de « scène imaginaire ». Lors de son audition par les enquêteurs le 12 septembre 2011, il admet cependant lui avoir fait des avances et avoir tenté de l'embrasser. Mais il nie catégoriquement les faits de violence et d'agression. Le 29 septembre 2011, Tristan et DSK sont confrontés pendant 2 heures dans les locaux de la police. 2 heures en face à face, sans leurs avocats, pendant lesquels chacun maintient sa version. À la sortie, Tristan confie avoir trouvé DSK d'une telle arrogance et d'une telle suffisance qu'il n'a même pas osé la regarder. Le 13 octobre 2011, le parquet de Paris rend sa décision. La plainte pour tentative de viol est classée sans suite, faute de preuves suffisantes. Mais le communiqué du procureur contient une phrase qui va faire date. S'agissant des faits reconnus par leur auteur, dont la connotation sexuelle n'est pas discutable, ceux-ci ne peuvent s'analyser autrement qu'en délit d'agression sexuelle. En clair, DSK a bien commis une agression sexuelle sur Tristan. Le parquet le reconnaît noir sur blanc, sauf que les faits datent de 2003. Et le délai de prescription pour les agressions sexuelles est de 3 ans. Malheureusement pour elle, Tristan a porté plainte trop tard. L'agression est reconnue, mais DSK ne sera jamais jugée pour ça. Quelques jours plus tard, la journaliste renonce à se constituer partie civile. Elle estime que le parquet a reconnu son statut de victime et que c'est suffisant pour elle. DSK, lui, se dit totalement blanchi par cette décision. Ses avocats contestent l'interprétation du parquet et affirment qu'une tentative d'embrasser quelqu'un ne constitue pas une agression sexuelle. Voilà pourquoi ils sont payés si cher. Mais bon, le mal est fait. DSK est désormais officiellement reconnu par la justice française comme un agresseur sexuel, même s'il n'a jamais été condamné pour ces faits. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, une autre affaire beaucoup plus grave est en train de se jouer. Celle qui va définitivement sceller sa carrière politique. La fameuse affaire du Sofitel. Le 14 mai 2011, DSK est aux États-Unis et il est aussi au sommet de sa carrière. Directeur général du FMI depuis 2007, il a piloté l'institution à travers la crise financière de 2008 avec brio. Il est respecté dans le monde entier, considéré comme le tsar de la finance mondiale. Et en France, tous les sondages le donnent gagnant de la prochaine élection présidentielle. Le Parti socialiste l'attend comme le messie. Dans quelques semaines, il doit annoncer officiellement sa candidature à la primaire. Tout semble parfaitement aligné pour qu'il devienne le prochain président de la République française. Ce jour de mai, DSK séjourne à New York, dans la suite 2806 du Sofitel. Un hôtel de luxe situé sur la 44e rue de Manhattan. La suite coûte $3000 la nuit. L'économiste doit s'envoler pour Paris dans l'après-midi, puis se rendre à Berlin le lendemain pour rencontrer Angela Merkel. Aux alentours de midi, il prend une douche avant de quitter l'hôtel pour aller déjeuner avec sa fille. Dans l'établissement, à ce moment, il y a aussi Nafissatou Diallo, une femme de 32 ans née en Guinée. Elle a immigré aux États-Unis en 2004 et vit dans le Bronx avec sa fille adolescente. Depuis 2008, Nafissatou travaille comme femme de chambre au Sofitel. Elle gagne $25 de l'heure, fait le ménage dans les suites de luxe et s'estime heureuse d'avoir ce travail stable qui lui permet d'offrir une meilleure vie à son enfant. Ce samedi matin, elle commence son service comme d'habitude. Elle met sa tenue, prend son café et commence à nettoyer les chambres du 28e étage. Vers midi, un employé du service d'étage lui dit que le client de la suite 2806 a libéré sa chambre. Nafissatou frappe à la porte pour s'en assurer. Et effectivement, elle n'obtient pas de réponse. Pareil quand elle utilise sa carte magnétique pour entrer. Elle ne voit personne à l'intérieur et il n'y a aucun bagage. La femme de chambre pense donc naturellement que la suite est vide. Sauf qu'elle se trompe. Ce qui se passe ensuite à l'intérieur, seules 2 personnes le savent vraiment. Et leurs versions divergent radicalement. Selon Nafissatou, DSK sort nu de la salle de bain et l'agresse. Il la traîne au sol jusqu'à la salle de bain, la force à pratiquer une fellation puis tente de la déshabiller. Elle se débat, réussit à s'échapper et s'enfuit de la chambre. Dans le couloir, elle croise sa responsable et lui demande « Si quelqu'un tentait de te violer, que ferais-tu » Selon DSK, ce qui s'est passé était une relation sexuelle consentie. Comme il l'a déjà fait par le passé, il parle d'un rapport inapproprié avec la femme de chambre, mais nie véhément qu'il a été violent ou dans la contrainte. Ce qui est certain, c'est que les caméras de surveillance du Sofitel montrent DSK quitter l'hôtel à 12h28. Quelques minutes plus tard, Nafissatou signale formellement l'agression à sa responsable. La police est appelée à 14h05. Pendant ce temps, le concerné déjeune tranquillement avec sa fille dans un restaurant de Manhattan, puis prend un taxi pour l'aéroport JFK. Il doit prendre un vol Air France en direction de Paris, décollage prévu à 16h40. Mais à 15h29, DSK commet une grossière erreur.
Il appelle le Sofitel depuis l'aéroport pour dire qu'il a oublié l'un de ses téléphones portables dans sa chambre. C'est cet appel qui permet aux autorités américaines de le localiser. Quelques minutes avant le décollage de son avion, des agents de la police de New York montent à bord. Ils demandent à parler à Dominique Strauss-Kahn et l'arrêtent sur le champ. Le directeur général du FMI, celui qui était sur le point de devenir président de la France, est menotté dans un avion Air France devant des passagers médusés. Après ça, il est directement emmené au commissariat de Harlem pour être interrogé. Et c'est là que commence le calvaire médiatique. À New York, il existe une tradition que les Français découvrent avec horreur, le Perp Walk. Perp est l'abréviation de Perpetrator, l'auteur d'un crime. Le Perp Walk consiste donc à afficher publiquement la personne arrêtée, menottée, devant les caméras et les photographes. C'est humiliant, dégradant, et c'est pourtant ce que subit DSK. Le 15 mai, dans la matinée, les images font le tour du monde. Elles montrent DSK, le visage défait, parasé, menotté, et escorté par des policiers devant une meute de journalistes. L'homme qui serrait les mains des plus influents du monde et dînait avec des chefs d'État est traité comme un criminel de droit commun. En France, c'est le choc, même si on commence à le connaître. En réalité, beaucoup sont indignés par le traitement à l'américaine dont il fait l'objet. Les journalistes s'offusquent qu'on puisse traiter ainsi un homme présumé innocent. Mais personne ne peut ignorer la réalité. 7 chefs d'accusation pèsent sur DSK. 2 pour actes sexuels criminels, 2 pour abus sexuels, 1 pour tentative de viol, 1 pour séquestration et 1 pour attouchement. S'il est reconnu de l'ensemble de ces charges, il risque une peine allant de 15 à 74 ans de prison. Le 16 mai, DSK comparé au tribunal pénal de New York. Le procureur affirme que Nafissatou a fourni un récit détaillé et cohérent de l'agression et qu'elle a formellement identifié l'économiste lors d'une parade d'identification. La défense demande une libération sous caution d'1 million de dollars. Mais la juge refuse. Bah oui, elle estime qu'étant donné que DSK a été arrêté à bord d'un avion sur le point de décoller, le risque de fuite est trop élevé. Il est donc transféré à la prison de Rikers Island, l'enfer carcéral de New York. Une prison gigantesque, grande comme la moitié de Central Park, située sur une île de l'East River. Un endroit connu pour sa violence, sa surpopulation et ses conditions de détention déplorables. Pour sa propre sécurité, DSK est placé en cellule individuelle. Il ne peut pas entrer en contact avec les autres détenus. Et à chaque fois qu'il sort de sa cellule, il est escorté par un gardien. Son premier repas, un sandwich à la dinde. Son petit déjeuner du lendemain, des fruits, des céréales et du pain complet. On va pas se mentir, la cantine est plutôt motivante. L'homme qui fréquentait les plus grands restaurants du monde mange désormais la nourriture de la cantine préparée par les détenus de Rikers Island. Le 18 mai 2011, 4 jours après son arrestation, DSK démissionne de son poste de directeur général du FMI. Dans un communiqué, il dit vouloir consacrer toute son énergie à prouver son innocence. Sa carrière internationale est terminée et ses ambitions présidentielles sont anéanties. En quelques jours, il est passé du statut du futur président de la France à celui de détenu dans une prison américaine. Le lendemain, le 19 mai, un grand jury l'inculpe formellement. Après paiement d'une caution d'1 million de dollars en cash et 5 millions de dollars supplémentaires à titre de garantie, il est transféré en résidence surveillée le lendemain. Anne Sinclair, son épouse, a dû hypothéquer leur maison de Washington pour payer la garantie. Bien décidée à ne pas lâcher DSK, elle a pris le premier avion pour New York dès l'annonce de son arrestation. Son soutien est sans faille. Enfin, pour le moment. Dans l'attente de la suite, DSK est assigné à sa résidence dans un appartement de Tribeca, un quartier chic de Manhattan. Il porte un bracelet électronique, doit payer les gardes armés qu'il surveille 24 heures sur 24 et n'a pas le droit de quitter le territoire américain. Le 6 juin 2011, il plaide non coupable de tous les chefs d'accusation. Son avocat affirme qu'il dispose d'une ligne de défense forte et qu'il est tout à fait probable qu'il soit innocenté. Sauf que le procès semble inévitable parce que Nafissatou maintient ses accusations. Les examens médicaux ont révélé une déchirure d'un ligament de l'épaule et un traumatisme au niveau des parties génitales. De l'ADN de DSK a également été retrouvé sur ses vêtements, ainsi que sur la moquette de la chambre. Alors que tout semble accabler l'ancien patron du FMI, le 1er juillet 2011, coup de théâtre. Le procureur convoque une audience d'urgence. Il annonce que son bureau a réévalué la solidité du dossier, à la lumière d'informations nouvelles concernant la crédibilité de la plaignante. Il s'avère qu'il a été découvert que Nafissatou a menti, pas sur l'agression en elle-même, mais sur son passé. Elle n'a pas dit la vérité concernant sa demande d'asile aux États-Unis.
Nafissatou avait raconté avoir été violée en Guinée, une histoire qu'elle a finalement admis avoir inventée de toutes pièces, afin d'obtenir le statut de réfugiée. Elle a aussi menti en faisant ses déclarations fiscales, et omis de déclarer des revenus. Et surtout, elle a eu une conversation téléphonique troublante avec un ami détenu pour trafic de drogue, le lendemain de l'agression supposée. Selon une traduction de cet appel passé en peul, sa langue maternelle, elle aurait dit quelque chose comme « T'inquiète pas, ce type a beaucoup d'argent. Je sais ce que je fais ». Pour les avocats de DSK, c'est la preuve que Nafissatou a voulu extorquer de l'argent à leurs clients. Et pour le procureur, c'est suffisant pour remettre en cause l'ensemble de son témoignage. Donc, DSK est libéré sur parole. Il n'a plus besoin de porter de bracelet électronique, ni de payer des gardes. Sauf que l'affaire n'est pas terminée. Le 23 août 2011, le procureur demande officiellement l'abandon de toutes les charges. Il explique que les mensonges de Nafissatou rendent impossible le fait de la croire au-delà de tout doute raisonnable, ce qui est le standard requis pour une condamnation pénale. Il précise que ça signifie pas que l'agression n'a pas eu lieu, juste que l'accusation ne peut pas prouver que c'est le cas. Le juge accepte la demande, ce qui fait de DSK un homme libre. Il quitte alors les États-Unis le 4 septembre 2011 et rentre en France avec Anne Sinclair. Ceci dit, si la procédure pénale est terminée, la procédure civile, elle, continue parce que Nafissatou a porté plainte au civil contre DSK en août 2011. Elle réclame des dommages et intérêts pour les préjudices subis. DSK contre-attaque en mai 2012 en portant plainte contre elle pour accusation infondée et diffamation. Il réclame au moins $1 million de dommages. 1 million à une femme de ménage. On est sûr que c'était un bon économiste ? Les deux procédures traînent pendant des mois. Puis le 10 décembre 2012, surprise, un accord financier est annoncé. DSK et Nafissatou ont trouvé un arrangement à l'amiable. Le montant exact qui a été versé reste confidentiel. Selon certaines sources, il s'élèverait à environ 1,5 million, dont un peu moins d'1 million pour Nafissatou Diallo après déduction des frais d'avocat. DSK, qui avait juré qu'il ne verserait jamais un sou, a finalement payé. Quant à Nafissatou, qui voulait absolument un procès, elle a accepté l'argent. L'affaire du Sofitel est donc officiellement close, mais les dégâts sont irréparables. DSK a perdu son poste au FMI, toute chance de devenir président un jour, et sa réputation internationale est aux abois. Cerise sur le gâteau, il s'apprête aussi à perdre sa femme. Anne Sinclair l'a soutenue pendant toute l'affaire du Sofitel. Elle l'a accompagnée au tribunal tête haute, sous les huées. Elle a payé des millions de dollars pour sa défense, a hypothéqué sa maison et tout sacrifié pour lui. Pourtant, en juin 2012, un an après l'affaire du Sofitel, leur séparation est annoncée. Ils étaient mariés depuis 1991, 22 ans de vie commune. Anne Sinclair savait bien que DSK était un charmeur, un séducteur. Elle avait d'ailleurs déjà pardonné l'affaire Piroshka Nodge en 2008. Mais là, cette nouvelle accusation a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. D'autant plus que d'autres révélations vont bientôt émerger et montrer que l'affaire du Sofitel n'était pas un incident isolé. DSK menait en réalité une double vie depuis des années, une existence que certaines personnes de son entourage connaissaient, mais que personne n'avait jamais révélée. Pendant que DSK se débat dans l'affaire du Sofitel à New York, une autre enquête est en train de suivre son cours en France. Une enquête qui va révéler au grand public un pan entier de sa vie jusque-là restée secrète. Tout commence en février 2011, 3 mois avant l'arrestation de DSK à New York. La police judiciaire de Lille reçoit une dénonciation anonyme. Elle concerne les activités suspectes de 3 employés de l'hôtel Carlton, un palace 5 étoiles situé en plein centre-ville. Les enquêteurs mettent alors le manager, le propriétaire et surtout le chargé des relations publiques de l'établissement, René Cochefer, sur écoute. Ce qu'ils découvrent est édifiant. René est soupçonné de mettre en relation des clients fortunés de l'hôtel avec des prostituées pour des soirées privées. Une information judiciaire est donc ouverte pour proxénétisme, association de malfaiteurs et blanchiment d'argent. Les écoutes téléphoniques révèlent l'existence d'un réseau bien organisé. Des parties fines, plus communément appelées partouzes, sont régulièrement organisées à Lille, à Paris et même à Washington. Des prostituées sont recrutées et payées par des hommes d'affaires de la région pour participer à ces soirées. Et au fil des écoutes, un nom bien connu revient sans cesse dans les conversations. Celui de DSK. Oh bah tiens, comme par hasard. En octobre 2011, après 9 mois d'enquête, les premières mises en examen tombent. René Cochefer est le premier à être inquiété. Puis vient le tour de son ami d'enfance, Dominique Alderweireld, une sorte de personnage de roman. Né en 1949 à Annelin dans le Nord, il a commencé sa carrière par quelques cambriolages dans sa jeunesse, avant de se reconvertir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire,
où il a travaillé pour le président Houphouët-Boigny. Mais c'est une autre activité qui l'a rendu célèbre, la gestion des maisons closes. En Belgique, la prostitution est tolérée, et Dominique en a fait sa poule aux œufs d'or. Il possède plusieurs établissements le long de la frontière française, des bars montants ou salons de massage dans lesquels travaillent des dizaines de prostituées. Son surnom, Dodo la Saumure. Alors là, vous devez vous demander pourquoi il a un surnom de poisson. Et au final, c'est tout bête. Parce que les harengs se conservent dans la saumure. Et en argot, un hareng, c'est un maquereau, un proxénète. Les enquêteurs découvrent que certaines prostituées travaillant dans les établissements de Dominique ont participé à des soirées où DSK était présent. D'autres hommes d'affaires sont également mis en examen. David Roquet, l'ancien directeur d'une filiale du groupe Eiffage, et Fabrice Paskowski, un petit patron du Pas-de-Calais. Mais le plus surprenant, c'est la présence dans le réseau d'un commissaire de police, Jean-Christophe Lagarde, commissaire divisionnaire dirigeant de la Sûreté de Lille. Il est lui aussi mis en examen pour proxénétisme aggravé en bande organisée. Les autorités pensent qu'il espérait obtenir des faveurs de DSK s'il devenait président de la République. Pas de chance, il a misé sur le mauvais cheval. Le 22 février 2012, DSK passe 32 heures en garde à vue à Lille. Sauf que, visiblement, ça se passe pas comme il l'aurait voulu. Parce que le 26 mars suivant, il est mis en examen pour proxénétisme aggravé en bande organisée. L'accusation est lourde. Selon les juges d'instruction, l'économiste était le pivot central de ces soirées, le roi de la fête pour qui tout était organisé. Ils estiment que DSK ne pouvait pas ignorer que les femmes qu'on lui présentait étaient des prostituées rémunérées, ni que les Amis du Nord organisaient spécialement ces rencontres pour lui faire plaisir. Comme il a l'habitude de le faire, l'homme nie en bloc. Il admet avoir participé à des soirées libertines, mais affirme qu'il ignorait totalement que les femmes présentes étaient des prostituées payées par ses amis. Il parle de libertinage, pas de prostitution. Une nuance cruciale, parce qu'à l'époque des faits, être client d'une prostituée n'est pas un délit en France. En revanche, organiser la prostitution d'autrui, de même que l'aider ou l'encourager, c'est du proxénétisme. Et ça, c'est passible de 10 ans de prison. Le procès s'ouvre le 2 février 2015 devant le tribunal correctionnel de Lille. 14 prévenus comparaissent, dont DSK. L'événement est planétaire. 300 journalistes, dont une vingtaine de médias étrangers, sont accrédités. Une salle de presse équipée de 4 écrans géants a été installée au rez-de-chaussée du palais de justice. Dès le premier jour, le ton est donné. DSK arrive les mains dans les poches, l'air détendu. Faut dire qu'il commence à être habitué et en plus, il a un bon taux de réussite. Dodo la Saumure lance même un « on va bien s'amuser, ça va être un très beau spectacle » aux journalistes avec un sourire narquois. Le procès dure 3 semaines. Et pendant tout ce temps, la vie sexuelle de DSK va être étalée au grand jour. Jade et Mounia, 2 anciennes prostituées qui se sont constituées partie civile dans l'affaire, l'ont toutes les deux vues lors de ces fameuses soirées. Et leurs témoignages sont pour le moins révélateurs. Très révélateurs, donc si vous mangez, finissez vite. Jade raconte que sa première rencontre avec DSK a eu lieu à l'hôtel Murano, à Paris. Elle dit qu'il y avait beaucoup de femmes autour de lui, mais aucun autre homme, et que c'était pas du libertinage. Elle parle d'une séance un peu bestiale. Et quand le juge lui demande si elle a discuté avec l'ancien directeur général du FMI, elle répond « Pas vraiment parce que je l'avais en bouche ». Jade décrit un homme brutal et dominant, qui l'a comme empalé de l'intérieur. Mounia raconte elle aussi avoir passé une soirée à l'hôtel Murano avec DSK. Et les mots s'étranglent dans sa gorge quand elle évoque ce qui s'est passé dans la chambre. Elle affirme qu'il lui a imposé une relation contre nature, sans jamais prononcer le mot sodomie. Un rapport de force si brutal qu'elle en a pleuré, mais qui est resté consenti parce qu'elle avait besoin d'argent. Les 2 femmes parlent de boucherie et d'abattage, 2 mots qui glacent la salle d'audience. Face à ces témoignages, DSK reste impassible. Quand vient son tour de s'exprimer, il assume son goût pour une sexualité de groupe. Festive, comme il dit. Il tente même de réécrire la définition du libertinage. À l'abattage et à la boucherie évoquées par Jade et Mounia, l'économiste oppose des séances de récréation et des soirées soupapes dans son emploi du temps surchargé. Je crois que ça devient trop technique pour moi là. DSK reconnaît sans doute avoir une sexualité rude, plus rude que la moyenne des hommes, mais soutient qu'il ignorait que ces femmes étaient des prostituées. Au 2e jour de son audition, DSK perd son calme, visiblement agacé qu'on lui pose sans cesse des questions sur sa sexualité. Ses avocats, emmenés par le célèbre Henri Leclerc, pilonnent l'instruction, sans mauvais jeu de mots. Ils dénoncent un dossier construit pour faire de leur client un marchepied, une cible politique. Il rappelle que le parquet avait requis un non-lieu pour DSK dès 2013, estimant qu'il avait été bénéficiaire, mais pas organisateur des soirées. Et il est vrai que le parquet avait écrit dans son réquisitoire
Quel que soit le jugement que l'on peut porter, le comportement sexuel de DSK ne relève pas du droit, mais de la morale. Le 17 février 2015, le procureur de la République requiert la relaxe pure et simple. Et le 12 juin, le tribunal rend son verdict. 13 des 14 prévenus sont effectivement relaxés, dont DSK. Le tribunal estime qu'il a eu un comportement de client non répréhensible par la loi pénale. En clair, même s'il a couché avec des prostituées, rien ne prouve qu'il savait que c'en était. Seul René Cochefer, le chargé des relations publiques du Carlton, à cause de qui tout avait commencé, est condamné à 1 an de prison avec sursis. Même Dodo Lassaumur, le tenancier des maisons closes contre qui le parquet avait requis de la prison ferme, est relaxé. Le dossier du Carlton s'est écroulé. DSK sort du tribunal et son casier judiciaire reste vierge. Mais sa réputation, elle, est irrémédiablement détruite. Les images de ce procès, les témoignages de Jade Mounia et les détails sordides de sa vie sexuelle, tout ça restera gravé dans la mémoire collective. Alors certes, DSK n'ira jamais en prison, seulement le verdict de l'opinion publique est bien différent. L'ancien favori en course pour devenir président, le tsar de la finance mondiale, le directeur du FMI respecté dans le monde entier, n'est plus qu'un homme qui aimait faire des partouzes avec des prostituées. Et si tout ça n'est déjà pas glorieux, DSK n'a malheureusement pas fini de faire parler de lui. Quand DSK sort libre du tribunal de Lille le 12 juin 2015, il perd pas de temps. En réalité, il avait anticipé le coup depuis longtemps. Dès 2013, alors même que l'affaire du Carlton n'était pas encore jugée, il crée Parnasse International. Non, c'est pas une maison close, mais une société de conseil économique basée à Casablanca. Son modèle d'affaires est simple, facturer son expertise à prix d'or. Conférence internationale à 150 000 € l'intervention, conseil aux chefs d'État africains, notamment Denis Sassou Nguesso, le président du Congo en place depuis 1979, mission d'expertise pour des banques, des gouvernements et des multinationales. L'ancien directeur général du FMI menait sa notoriété autant que son carnet d'adresses, et ça marche plutôt bien. Selon une enquête de l'Obs, publiée en 2020, Parnasse International a affiché près de 21 millions d'euros de bénéfices entre 2013 et 2018. Une somme colossale sur laquelle DSK n'a évidemment payé aucun impôt. Comment ? Grâce aux règles fiscales de la Casablanca Finance City, une zone franche marocaine où les entreprises ne paient aucune taxe sur leurs bénéfices pendant 5 ans. Un montage parfaitement légal, même s'il fait grincer des dents. En parallèle de Parnasse, DSK se lance dans une aventure plus risquée. En octobre 2013, il s'associe avec Thierry Lane, un homme d'affaires franco-israélien à la réputation sulfureuse dans le milieu de la finance. Ensemble, ils fondent LSK, Lane, Strauss-Kahn & Partners. L'ambition est énorme, créer un fonds spéculatif de 2 milliards de dollars. DSK en devient le président. Les deux associés voyagent même au Soudan du Sud, où ils lancent une banque, la National Credit Bank. En gros, le projet semble prometteur. Sauf que tout s'écroule 1 an plus tard. Le 23 octobre 2014, Thierry met fin à ses jours à Tel Aviv, en se jetant du balcon de son appartement situé au 23e étage. Curieusement, DSK avait quitté la présidence de LSK quelques jours avant ce drame. Le 7 novembre 2014, la société est déclarée en faillite. Après quoi, quelques 156 créanciers réclament le paiement de 100 millions d'euros de dette totale. L'enquête révèle un schéma de cavalerie financière, de type Ponzi. L'argent des nouveaux clients servait à payer les intérêts et les remboursements des anciens investisseurs, ainsi que le train de vie dispendieux de Thierry. Et c'est le moins qu'on puisse dire, vu qu'il se rémunérait 2 millions d'euros par an. Une information judiciaire est ouverte à Paris en mars 2016 pour escroquerie en bande organisée, abus de biens sociaux et abus de confiance. Et comme si ça ne suffisait pas, le nom de LSK apparaît dans le scandale des Panama Papers en avril 2016. Allez tiens, on a la totale dans cette vidéo, salade, tomate, oignon, supplément frites et sauce samouraï. En fait, une filiale du groupe aurait créé 31 sociétés offshore dans des paradis fiscaux pour le compte de ses clients. Et évidemment, DSK assure qu'il n'était pas impliqué dans la gestion quotidienne du fonds et qu'il ignorait toutes ses pratiques. Il affirme avoir lui-même perdu 1,7 million d'euros dans l'affaire. Une fois de plus, il n'est pas condamné. Et pendant ce temps, il refait sa vie sentimentale. En mai 2013, il apparaît main dans la main au Festival de Cannes avec sa nouvelle compagne, Myriam Laoufir, une femme d'affaires franco-marocaine née à Rabat en 1968. Ancienne responsable de la communication digitale chez France Télévisions, elle a ensuite fondé sa propre agence de marketing numérique au Maroc. Le couple s'installe à Marrakech, dans le somptueux riad que DSK avait acquis en 2000 avec Anne Sinclair. Le 7 octobre 2017, ils se marient. Le 4e mariage de l'économiste pour qui le Maroc devient un refuge.
Il y passe la majeure partie de l'année, loin des médias français. En 2019, DSK obtient la nationalité marocaine. Une chose qui paraît finalement peu étonnante, quand on se rappelle qu'il a grandi à Agadir, avant que sa famille ne parte s'installer à Monaco. Avec Myriam, il co-dirige une ONG appelée Mekil, qui vient en aide aux mères et aux enfants marocains démunis. En 2021, il lance une opération pour lutter contre les violences faites aux enfants. De temps en temps, on l'aperçoit au Festival international du film de Marrakech, bronzé et souriant. La même année, il annonce avoir l'intention de produire un documentaire biographique où il donnerait enfin sa version des faits, parce qu'il n'a jamais accepté le récit qui s'est imposé. Et c'est là qu'on doit parler des théories du complot. Dès le 14 mai 2011, quand la nouvelle de son arrestation à New York tombe, une partie de la France refuse d'y croire. Un sondage réalisé 2 jours après montre que 57% des Français pensent que DSK a été victime d'un complot. La théorie la plus répandue, Sarkozy est derrière tout ça. Nicolas Sarkozy, le président sortant, qui voyait DSK le distancer dans tous les sondages pour la présidentielle de 2012. Il aurait mis sur pied un piège sexuel organisé par les services secrets français pour éliminer le candidat socialiste. Vu le passif, il savait que ça allait marcher. Les indices avancés par les complotistes sont maigres, mais ils alimentent les conversations. Le Sofitel appartient au groupe Accor, dont l'un des actionnaires de référence est le fonds Colony Capital. Son représentant en Europe est un proche de Nicolas Sarkozy. Coïncidence ? Peut-être pas. Le journaliste américain Edward Epstein, auteur d'une enquête sur l'affaire, affirme que DSK était surveillé par les services français dans les jours précédant l'incident. Il révèle aussi que sur les vidéos de surveillance du Sofitel, 2 employés de l'hôtel se seraient félicités après avoir entendu le récit de Nafissatou Diallo. DSK lui-même alimente aussi ses soupçons. En avril 2012, dans une interview au Guardian, il accuse ses adversaires politiques d'avoir orchestré les suites de l'affaire. Il reconnaît aussi avoir été politiquement naïf, mais affirme qu'il n'aurait jamais cru qu'ils iraient si loin pour l'arrêter. Il dit pas directement que Nafissatou était une taupe payée pour le piéger, mais suggère que ceux qui avaient un agenda politique ont exploité l'incident pour le détruire. Furieux, Nicolas Sarkozy lui répond de s'expliquer avec la justice et d'épargner ses commentaires aux Français. Alors, complot ou pas ? La réalité est probablement plus simple et plus dérangeante. Nafissatou Diallo n'était pas une espionne. C'était une femme de chambre immigrée guinéenne qui a croisé la route d'un homme puissant avec des pulsions incontrôlables. Les mensonges qu'on a découverts sur son passé étaient liés à sa demande d'asile, pas un complot contre DSK. Le système judiciaire américain a fait son travail. Quand la crédibilité du témoin principal s'est effondrée, les charges ont été abandonnées. La vraie question n'est donc pas de savoir si DSK a été piégé ou pas, mais surtout de savoir pourquoi personne n'a rien dit avant à son sujet. Parce que tout le monde savait. C'est le refrain qui revient en boucle depuis l'affaire du Sofitel. Les journalistes étaient au courant, les politiciens aussi, et son entourage avec. Sauf qu'en France, on parlait pas de ça dans la presse. La vie privée des hommes politiques était pour ainsi dire sacrée. Un tabou que l'affaire DSK a fait voler en éclats. Aujourd'hui, en 2026, c'est un homme de 76 ans qui coule des jours tranquilles à Marrakech. Un conseiller écouté par certains dirigeants africains. Un fantôme politique dont plus personne ne prononce le nom au Parti socialiste. Et son casier judiciaire est toujours vierge. C'est peut-être ça le plus fou dans cette histoire. Alors que dire ? Que l'histoire de DSK est celle d'un homme brillant qui avait tout pour devenir président de la République et a tout gâché ? Ou bien que c'est celle d'un prédateur qui a bénéficié pendant des décennies de la complaisance de tout un système ? Peut-être que les 2 versions sont vraies en même temps. Ce qui est certain, c'est que l'affaire DSK a changé quelque chose en France. Elle a en partie brisé l'omerta sur les comportements des hommes de pouvoir. Et elle a montré qu'un génie de l'économie pouvait aussi être un monstre dans l'intimité. Le talent n'excuse pas tout, le pouvoir ne protège pas éternellement. Et si DSK a été acquitté par la justice, il a été fermement condamné par l'histoire. On est donc arrivé au bout de l'un des pires scandales sexuels français. Un grand merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très vite. Bye.